the world's greatest fun frolic, with its beach... Coney Island est beaucoup plus que le site historique d'un parc d'attractions. Pour des générations de visiteurs, elle a été, avant que ne commence son déclin au milieu des années 60, le cœur de la culture populaire américaine. Il ne reste rien des 3 immenses parcs d'attractions qui, jadis, ont occupé cet espace. Et parce que les visiteurs viennent rarement ici sans attendre quelque chose, Coney Island, en ce début du XXIe siècle, laisse une impression de perte et de désolation, mais aussi, étrangement peut-être, d'ouverture vers de nouvelles possibilités, comme dans un rêve ou un espoir de renaissance. Coney Island est une ancienne île devenue péninsule située à l'extrême sud de l'arrondissement de Brooklyn, dans la ville de New York, aux États-Unis. Géologiquement, Coney Island est la pointe la plus à l'ouest de Long Island et fait environ 6,5 km de long pour un peu moins d'1 km de large. L'île fut découverte un jour avant Manhattan en 1609 par Henry Hudson à l'entrée du port naturel de New York. Anciennement, les Indiens Carnacy, anciens occupants de la péninsule, avaient baptisé l'île Narioche, c'est-à-dire lieu sans ombre, parce que, comme d'autres plages des rives sud de Long Island, sa position par rapport au soleil garde la plage ensoleillée toute la journée. Plusieurs hypothèses ont tenté d'expliquer l'origine du nom de Coney Island. Coney serait un ancien mot anglais signifiant lièvre. L'île était peuplée de lièvres, comme d'autres îles de l'archipel de Long Island, et la chasse aux lièvres y était fort populaire à cette époque. Après la guerre civile en 1865, Coney Island devient le lieu de promenade desservi par le chemin de fer et le tramway. L'île se transforme rapidement en destination pour vacanciers désireux d'échapper en été à la chaleur des appartements de New York. Le choix de Coney Island comme station de villégiature de Manhattan s'impose en toute logique. C'est la zone de nature vierge la plus proche qui puisse contrebalancer les effets énervants de la civilisation urbaine. Cependant, à l'autre bout de l'île, les lieux isolés attirent une communauté de fugitifs bien différente. Criminels, marginaux, politiciens véreux, unis par une même aversion pour la loi et l'ordre, qui voient dans l'île un refuge contre la justice. Mais c'est le besoin de divertissement qui prédomine. Plus tard se développera la zone centrale des 3 grands parcs futurs de Coney Island. Cette zone attirera sur son territoire toute une gamme d'installations spécialisées destinées à satisfaire l'ampleur de la demande en divertissement. Parodiant le sérieux avec lequel le reste du monde se préoccupe du progrès, Coney Island s'attaque au problème du plaisir en reprenant bien souvent les mêmes moyens technologiques. Les expositions ont vu le jour avec l'industrie afin de rendre compte des innovations et du progrès. Véritable laboratoire, recueil d'architecture et d'ornements, les expositions universelles sont l'idée d'une confrontation internationale pacifique rassemblant commerce, industrie et beaux-arts. D'abord peu étendues, les expositions prennent à partir de 1867 l'aspect de véritables cités éphémères, hétéroclites et colorées, dont Maurice Barrès dénonce l'évolution festive. Qu'un tel procès ait pu être instruit par la droite traditionnaliste, puritaine et décentralisatrice montre à quelle distance l'image commune de l'exposition a pu ainsi se situer par rapport aux intentions des origines. À moins que justement le progrès n'ait été là, dans cette submersion progressiste de l'utile par le merveilleux, de la machine par la fête. Après l'installation de la tour de Philadelphie à Coney Island en 1876, l'île devient rapidement la dernière demeure d'autres vestiges provenant d'expositions et de foires internationales diverses. Toute une série d'éléments futuristes, d'épaves mécaniques et autres débris technologiques dont la migration à travers les États-Unis vers Coney Island coïncide avec celle de tribus venues d'Afrique, d'Asie et de Micronésie, des machines totémiques, un petit bataillon de nains et autres monstres, des derniers Peaux-Rouges. Telle est la population permanente de Coney Island à la fin du XIXe siècle. En 1883, l'achèvement du pont de Brooklyn lève le dernier obstacle qui retenait encore les nouvelles masses urbaines sur Manhattan. Les dimanches d'été, la plage de Coney Island détient les records mondiaux de densité humaine. Cette invasion porte un coup fatal à ce qui restait de l'île en tant que station,
à savoir la possibilité d'offrir un bain de nature aux citoyens de New York. Pour survivre en tant que station, c'est-à-dire en tant que lieu proposant un contraste, Coney Island se voit contrainte à une mutation, devenue une complète antithèse de la nature, opposée à la réalité artificielle de New York et son propre surnaturel. En 1895, juste avant la saison estivale, le capitaine Paul Boynton élève une clôture autour des diverses attractions qu'il gère sur Coney Island. Il donne à l'ensemble le nom de Sea Lion Park. Le premier parc d'attractions est né. 9 ans plus tard, Coney Island se glorifie de 3 immenses parcs, Steeplechase Park, Luna Park et Dreamland. If Paris is France, Coney Island between June and September is the world. Les infrastructures de Luna Park dépassent en complexité la plupart des villes américaines de l'époque. Dans la continuité des expositions internationales, les parcs d'attractions sont un laboratoire architectural et technologique. Parmi les inventions exposées, il en est une qui, plus que toute autre, est appelée à révolutionner la physionomie de Manhattan et à un degré moindre celle du monde, l'ascenseur. Vers 1890, l'introduction de l'électricité sur l'île permet la création d'une seconde journée. Des éclairages puissants sont disposés le long du bord de mer, si bien que les visiteurs peuvent profiter de la baignade la nuit. L'île devient une attraction, la baignade à l'électricité. En ajoutant au skyline de Luna Park tout un réseau de fils et de prises électriques, 1 300 000 ampoules illuminent le parc. Thomson parvient à créer la Cité de la Nuit, à l'image de Times Square aujourd'hui. Après 2 ans de succès renversant, Thomson, le concepteur de Luna Park, peut enfin viser sa cible véritable, Manhattan. L'isolement de Luna Park au sein de Coney en fait, certes, le champ d'essai architectural idéal, mais il empêche aussi toute confrontation directe des résultats expérimentaux avec la réalité. Alors que Thomson achète une partie du bloc de la trame de Manhattan afin de mettre à l'épreuve ses théories, William H. Reynolds va concevoir Dreamland, le 3e parc d'attractions de Coney Island, dans le but de créer un lieu de plaisir qui attire toutes les classes. Les stratégies et les mécanismes qui vont par la suite contribuer à façonner Manhattan sont d'abord testés dans le laboratoire de Coney Island avant de faire le saut définitif vers la grande idée. L'attirail de l'illusion vient subvertir la nature de Coney Island en un paradis artificiel. Électricité, climatisation, télégraphe, rails, métro et ascenseur. Coney Island est un Manhattan embryonnaire. En 1906 apparaît le projet du Block Tower imaginé par Samuel Freud. Il combine aiguilles et sphères en une seule structure et doit être envisagé comme la quintessence de l'idée du gratte-ciel, comme la manifestation la plus extrême et la plus explicite de sa capacité à multiplier le sol pour créer d'autres mondes. On assistera au grand mouvement de construction de gratte-ciel à New York dès la fin du XIXe siècle, création de villes dans la ville. Manhattan deviendra le théâtre du progrès, enchevêtrement de la création et berceau de divers projets visionnaires pour lutter contre le problème de l'encombrement des rues. Moses King invente le Cosmopolis du futur, ou encore Harvey Wiley Corbett imagine Manhattan comme une Venise très modernisée. Si New York avait su s'imposer comme archétype de la cité moderne en s'appropriant la fantasmagorie de Coney Island, c'est aujourd'hui Las Vegas qui, se développant à partir de parcs d'attractions, constitue le modèle de la cité postmoderne. La débauche, publicitaire et réglementée, constitue une des composantes durables de succès des villes associées au loisir. Coney Island incarne l'institutionnalisation de l'immoralité, une expérience de libération par procuration pour une société qui s'apprête à rejeter des derniers restes de puritanisme victorien. Même les aspects les plus intimes de la nature humaine sont soumis à l'expérimentation. Entérinant cette fantasmagorie, peu de temps après sa création, Coney Island est rebaptisé Sodom by the Sea. Stephen Zweig se disait attiré magiquement par les parcs d'attractions. Il y éprouvait un doux sentiment de régression infantile, savourant, non sans plaisir, son abandon à la bassesse et à la nature animale.
Coney Island était un espace de consolation, celui d'une réconciliation éphémère avec la spontanéité, la naïveté et la culture populaire. Coney Island symbolisait la rupture avec le passé, mais aussi, pour l'œil moderne, la séduction un peu chaotique ou tapageuse de la culture américaine. Après avoir connu un très grand succès populaire jusqu'au début du XXe siècle, Coney Island a peu à peu perdu sa superbe et s'est progressivement transformé en quartier malfamé. Plusieurs facteurs ont contribué à ce déclin. Si la crise économique de 1929 a marqué le début des difficultés, c'est surtout les visions et l'action du très influent Robert Mose qui ont sonné le glas de ces mythiques parcs d'attractions. Robert Mose est un urbaniste qui a fait sa renommée en menant à bien de grands projets publics qui ont transformé le paysage new-yorkais. Animé par une vision moderniste de la ville du futur, Mose considère que les attractions de Coney Island appartiennent au passé et qu'il faut en faire table rase. La plage de Coney Island se prête à une exploitation estivale douteuse, faite d'installations qui ne respectent ni les normes sanitaires, ni les normes sécuritaires, et qui ne garantissent pas des conditions de vie décentes. Un jour, la ville devra mener un projet drastique de grande échelle pour créer les conditions permettant aux capitaux privés de reconstruire Coney Island. Le futur s'en chargera. En 1934, il prend les choses en main et demande à Fidelio LaGuardia, le maire de New York, de lui confier les responsabilités des plages des 5 districts new-yorkais, dont celle de Brooklyn. Sa première mesure consiste à interdire sur les plages les activités qu'il considère comme nuisibles, telles que les pyramides humaines ou la diffusion de musique. En 1939, pour lutter contre la surfréquentation de la plage de Coney Island, il entreprend d'élargir et de faire reculer la promenade de plusieurs dizaines de mètres. Ceci se fait au détriment de certaines attractions qui sont réquisitionnées puis démolies. Cette nouvelle promenade délimite alors une frontière nette entre l'espace public et les attractions. Dans son projet, Mose envisage même de faire construire une passerelle reliant la gare à la plage pour éviter aux passants d'avoir à traverser les attractions. En 1944, alors que les parcs d'attractions de Coney Island attirent de moins en moins de visiteurs, 2 violents incendies détruisent partiellement l'emblématique Luna Park. Après n'être resté à moitié ouvert qu'une saison, le parc est finalement revendu à un groupe d'investisseurs qui prévoit de le transformer en espace résidentiel. Pour mener ce projet à bien, ils peuvent compter sur l'appui de Robert Mose, qui voit là l'opportunité de passer à l'étape suivante dans son projet pour Coney Island. Un accord est ainsi trouvé avec les promoteurs pour que le terrain soit rezoné en zone résidentielle. En cette période d'après-guerre, New York connaît une crise du logement sans précédent. Le retour des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la migration des populations afro-américaines, victimes de ségrégation dans les États du Sud, crée une vraie pénurie de logements. De plus, les conditions de vie des plus démunis sont de plus en plus précaires. En 1949, Robert Mose lance le Housing Act et entreprend la démolition des taudis de nombreux quartiers populaires new-yorkais. Les habitants sont relogés dans des immeubles modernes de grande hauteur, dans des quartiers périphériques de la ville. Dans le cadre de ce projet moderniste, Mose décide en 1953 de faire résonner toute l'île de Coney Island en zone résidentielle. Suite à d'âpres négociations, les propriétaires d'attractions parviennent à conserver une mince zone dédiée au divertissement. De nombreux grands ensembles d'habitations sont construits successivement le long de la plage, encerclant les quelques parcs d'attractions restants. Le processus d'attribution des logements sociaux est organisé de telle manière que ce sont les plus déshérités qui sont logés à Coney Island, que l'on nomme alors la Poor Man Riviera. Très vite, des problèmes de violence et de gangs apparaissent dans ces nouveaux quartiers déconnectés de la ville, sans dynamisme économique. Ces problèmes de sécurité, dont la presse et le cinéma se font écho, ont un impact direct sur la fréquentation du parc qui est au plus bas. En 1964, le dernier parc d'attractions, Steeplechase, ferme ses portes, ce qui marque la fin d'une époque. L'image de Coney Island change donc progressivement. Cette mauvaise réputation ralentit quelque peu les investisseurs et les grands projets. Ceux-ci, bien que toujours présents, comme la création d'un stade de baseball, d'un casino ou d'un aquarium, sont au fil du temps de plus en plus rares. En 2003, le maire de New York, Michael Bloomberg, porte un intérêt particulier pour une revitalisation de Coney Island en vue d'une possible candidature comme ville hôte au JO de 2012. Coney Island n'étant au final pas choisi, l'entrain retombe quelque peu. Cependant, quelque temps plus tard, c'est le géant de l'investissement et du développement immobilier, Tor Equities, qui porte un grand intérêt à l'île. Si son fondateur a nommé sa société ainsi, c'est qu'en grand fan de comics, il se voit comme le protecteur des villes, à l'instar du super-héros Thor.
Mais il veut cependant protéger les villes comme il l'entend, c'est-à-dire les faire fructifier au maximum et les offrir avant tout aux classes les plus aisées. C'est ainsi qu'il envisage une réduction de la partie du parc d'attractions au profit d'un immobilier résidentiel haut de gamme, un type d'immobilier qui ne saurait pas cohabiter selon lui avec un parc à trop grande échelle. Les enjeux à Coney Island changent alors et le développeur veut en faire un lieu plus chic afin d'attirer les gens riches et d'enrichir les investisseurs. De nombreux commerces de luxe, cafés, bars, restaurants branchés ouvrent de plus en plus et c'est toute l'économie de l'île qui s'en trouve modifiée. Alors qu'à l'origine, Coney Island a toujours été une terre d'accueil pour la classe ouvrière, elle est de plus en plus propice au phénomène de gentrification suite à ces nouveaux aménagements. Cette nouvelle façon de faire dénature donc l'île, d'une part en chassant la classe ouvrière présente et d'autre part en minimisant toujours plus la superficie du parc d'attractions. Car en effet, dans l'espoir de trouver une solution avec Thor, la ville accepte qu'il diminue davantage le parc d'attractions s'il revoit ses idées à la baisse. Mais, entre arrangements, concessions, accords officieux et officiels, Thor semble toujours gagnant. De plus en plus, les petits stands de nourriture indépendants typiques sont remplacés par des Starbucks. Les attractions bon marché, comme les jeux d'arcade, sont remplacées par des attractions plus high-tech. Et on a affaire à une évolution des techniques qui va entraîner par conséquent une évolution des prix. Et donc même la population qui fréquentait le parc d'attractions change. En 2006, la compagnie finit par racheter la totalité du parc Astroland, augmente le loyer du terrain au point que le parc fermera ses portes en 2007. Beaucoup de réactions protestataires commencent à voir le jour. On s'indigne contre la dénaturation de l'identité même de Coney Island et sa transformation en un centre commercial de luxe à ciel ouvert. Nous voulons tous voir des changements, des améliorations, mais tous ces gratte-ciel, ce n'est pas Coney Island. Telle est la critique générale que l'on peut entendre. En 2009, après de longs débats, le plan de Thor n'est au final pas approuvé dans son entièreté. La commission de la ville opte pour la construction de 4500 logements supplémentaires, mais réclame un minimum de 900 logements abordables. Elle s'engage également à préserver et garantir que le parc d'attractions restera un espace ouvert à tous, perpétuant le même caractère qu'autrefois. La population n'est que moyennement satisfaite de cet arrangement, trouvant qu'un taux de 20% de logements à bas prix n'est pas une décision raisonnable. La même année, et suite à cet accord, Thor revend une grande partie de ses terres à la ville. En 2010, la ville de New York, encore dirigée à l'époque par Michael Bloomberg, a toujours pour objectif de revitaliser Coney Island. Mais, même s'il prétend préserver ce qui a autrefois fait la renommée de l'île, dans les faits, il s'éloigne de cette réalité lorsqu'on écoute son propos. On n'en fera pas un Disney, mais tout de même quelque chose de plus raffiné, plus propre et qui perdurera au-delà de la période estivale grâce aux nouveaux bars, cafés, restaurants. La promenade sera réaménagée et deviendra un lieu de détente où l'on pourra venir se reposer sur un mobilier urbain confortable afin de déguster un cappuccino ou une crème glacée. Les projets pour redorer l'image de Coney Island ne manquent pas aujourd'hui, mais une chose est sûre, investisseurs et hauts placés ne l'envisagent en grande partie que d'une seule façon, en s'inspirant du modèle new-yorkais et de ces quartiers où la gentrification bat son plein, tels Soho ou encore Williamsburg. Coney Island est donc en train d'être réorganisée sur le schéma de New York, elle qui lui servait autrefois de laboratoire est en train de devenir sa copie. Il y a renversement de situation, on y implante désormais les nouvelles technologies, les commerces, les hôtels, qui ont fait leurs preuves à New York comme ailleurs.